Sans vous. Bonsoir Fra depuis la Belgique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, bah écoutez, moi je propose qu'on commence, puis de toute façon les gens vont nous rejoindre sûrement petit à petit, donc on verra bien. Euh, donc, je souhaitais faire ce stream. Pourquoi? Parce que c'est Nicolas en fait qui m'a interpellé il y a pas longtemps sur ce qui se passait à Toulouse, sur le fait qu'il y avait un procès, notamment de militants et de personnes en situation de handicap. Donc voilà, moi je me suis un peu intéressé là-dessus. Et c'est vrai que j'avais envie qu'on en parle et surtout de donner la parole bah, justement à des militants et qui peuvent être concernés par ça sur ces questions-là, parce que c'est vrai qu'on en parle très peu. Moi, je trouve que dans les médias, la question des personnes en situation de handicap, en plus pendant le Covid, j'imagine que la question peut en plus être décuplée, mais on en parle très très peu, alors que moi, j'ai peu de connaissances, hein, je vous l'avoue, sur le sujet, mais je sais qu'il y avait un rapport du défenseur des droits. Dans le dernier rapport, et en fait dans tous les rapports du défenseur des droits, les discriminations dues à un handicap, ça reste les premières discriminations en France. Et donc c'est un sujet qui devrait être, pour moi, d'ampleur nationale. On devrait en parler extrêmement souvent. Alors, on parle plus souvent des musulmans en ce moment, mais même parmi les autres sujets, c'est vrai que la question des discriminations liées au handicap est quelque chose dont on ne parle pas assez. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'on en parle ce soir. Et donc, pour les gens qui nous rejoignent, je suis en compagnie donc de Yann, d'Odile et de Nicolas. Vous êtes tous les trois membres de la même association. Qui a fait parler d'elle un peu récemment, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait eu quelques articles, qui est l'association Handi Social. Donc juste si vous pouviez vous présenter déjà chacun, tous les trois comme vous voulez. Moi j'ai pas de limite de format sur ça, mais peut-être vous, votre parcours et pourquoi vous en êtes venu en fait à militer pour cette association, et après à militer, à faire des actions dont on parlera tout à l'heure. Alors, je vais peut-être juste essayer de présenter très rapidement Andy Social, puisque j'en suis la fondatrice en 2001. Je suis moi-même en situation de handicap, à la fois atteinte d'une maladie génétique rare qui m'oblige à me déplacer en fauteuil roulant électrique et qui me provoque fatigue et douleur, et je suis aussi autiste Asperger. Et tout ça, ce sont des diagnostics très tardifs. Donc j'ai dû me battre pendant 10 ans contre la Cotorep, c'est l'ancêtre de la maison départementale des personnes handicapées. Et j'ai dû être mon propre avocat parce que je trouvais personne qui connaissait le droit du handicap à l'époque, et je suis devenu très pointu dessus, ce qui m'a amené petit à petit à accompagner d'autres personnes pour faire valoir leurs droits en tant que personne en situation de handicap. Et puis il y a quelques années, j'en avais assez de décoper la mer à la petite cuillère, avec le sentiment que régler des problèmes individuels ne réglait pas le problème général. Et donc, on s'est orienté beaucoup plus vers des actions de désobéissance civile non violente, sur le modèle des activistes américains qui avaient fait, qui avaient obtenu une grande loi aux États-Unis justement pour lutter contre les discriminations liées au handicap. Et voilà. Yann, si tu veux te présenter. Ouais. Donc moi c'est Yann. Donc moi j'ai rejoint assez tardivement en fait en vie sociale. En fait moi je suis arrivé en vie sociale peut-être un peu avant la loi Elan. Donc la loi Elan c'est une loi qui en fait divise par 5 le nombre de logements neufs qui doit être accessible. Donc voilà, donc moi je suis arrivé, je crois, si je me souviens bien, à l'été 2018. Euh, donc c'est là où ça a commencé un peu à bouger. Et donc moi je suis arrivé directement en vie sociale parce que justement ça militait, ça faisait des actions directes. Et donc je suis arrivé par le biais d'un autre militant qui est Jérôme. Et donc voilà. Et donc moi j'ai fait un AVC en 2004. Je suis hémiplégique. Euh, donc je me déplace avec une canne pour les cours, pour les trajets courts. Et dès que c'est un peu plus loin, je dois prendre un fauteuil. Euh, que d'ailleurs je viens. Voilà. Donc maintenant j'utilise plus un fauteuil électrique alors que
Jusqu'à maintenant, jusqu'alors, j'utilisais plutôt un manuel. Et ben voilà, je crois que c'est une bonne petite présentation du départ. Super. Alors il y a certaines personnes qui me disent que effectivement, vu qu'il y a ma caméra, on voit pas ton nom en dessous, mais c'est Yann Jolivet. Voilà, il y a des gens qui se Ouais, demandaient c'est comment tu ça. t'appelles. Nico? Et alors moi, c'est Nicolas. Salut tout le monde. Donc moi, je suis le dernier en date parmi les membres ici présents à avoir rejoint l'association Antisocial. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait dans les contours d'une enquête sociologique que je devais réaliser dans ma L1 en économie, dans mon parcours d'économie et de sociologie. Je faisais une enquête sur la question de la mobilité des personnes à mobilité réduite sur la ville de Toulouse. Et c'est en fait en réalisant cette enquête que j'ai rencontré l'association Antisocial, Odile, qui m'a proposé de venir à un repas partagé. Et puis de là, les choses se sont faites de manière assez interpersonnelle. On est devenus très proches avec Odile, très bons amis. J'ai commencé à la suivre dans ses actions. Le mouvement des Gilets jaunes est arrivé juste après, donc ça a été aussi l'occasion de militer sur ces questions-là, sur la question de l'accessibilité, la conception universelle. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à beaucoup militer avec la camarade Odile, ici présente, et les autres membres de l'association. Bon, super. Et juste du coup, votre association, elle fait quoi au jour le jour? C'est quoi une semaine type de votre asso? Bon, alors d'abord, il faut savoir qu'on n'a aucun financement et qu'on n'a jamais cherché à en avoir, donc on n'a pas de locaux, on n'a pas de salariés. Pendant très longtemps, l'association était très centrée sur ma personne puisque j'étais celle qui maîtrisait la question de l'accès au texte, de la défense des droits individuels. Donc c'était beaucoup à partir de chez moi, depuis mon ordinateur, voilà, aider les gens à régler des dossiers avec les administrations pour l'accès aux droits au handicap. Et puis sinon, c'est très variable parce que là, en plus, depuis le Covid, il n'y a pas moyen de se réunir. Sinon, on se réunissait une fois par mois avec un repas partagé et puis on en profitait pour faire une petite formation sur comment défendre ses droits devant la MDPH, comment connaître les règles d'accessibilité pour les faire appliquer, savoir quand est-ce qu'on peut effectivement exiger un certain nombre de choses ou quand on ne peut pas, etc. Mais après, moi, je suis très prise, très. Voilà, je suis un peu la cheville ouvrière un peu trop de l'association, puisque je siège dans les commissions des droits et de l'autonomie qui accordent les droits aux personnes handicapées. Je siège aussi dans des commissions d'accessibilité de la ville et de la métropole de Toulouse. Je suis aussi au Césaire depuis 6 ans, au Conseil économique, social, environnemental régional, où j'ai été mandaté par une trentaine d'organisations du champ du handicap de la région Occitanie, ce qui a permis un peu de sortir du champ, des commissions qui sont spécialement dédiées aux personnes handicapées, où on est en contact avec les élus et puis avec les techniciens, mais où finalement, il n'y a rien qui sort extérieur. Donc le Césaire a été l'occasion d'essayer d'acculturer la société civile de la région Occitanie aux questions de validisme, aux questions de conception universelle, aux questions effectivement de toutes les discriminations qu'on subit au quotidien et quelles sont les solutions, puisque les solutions, elles passent par l'accessibilité, la conception universelle, mais aussi par les moyens de compensation du handicap qu'on nous refuse actuellement et qui ne nous permettent pas d'être à égalité avec les autres personnes. Enfin, pour donner une idée, là autour, on est deux à porter des paires de lunettes, avoir une paire de lunettes. Si on interroge les gens qui portent des lunettes dans la société française, ils diront non, je suis pas handicapé. Enfin, si on leur demande s'ils sont en situation de handicap, les personnes répondront, je pense à 99%, qu'elles ne sont pas en situation de handicap. Et pourtant, si on leur retire leurs lunettes, dans leur vie quotidienne, elles seront pour la majorité en situation de handicap. Simplement, elles ne se sentent pas en situation de handicap puisque les lunettes, tout le monde peut en avoir. Alors, c'est sûr qu'au tarif Sécu, elles sont moches, elles sont lourdes, mais en tout cas, il y a des lunettes. Ce qui permet aux personnes qui ont des problèmes de vue, finalement, de mener la même vie que les personnes qui n'ont pas de lunettes. Nous, c'est ce à quoi on aspire, c'est qu'effectivement, on n'est plus à se poser la question pour le fauteuil roulant, comment est-ce qu'on le finance, dans combien de temps on va l'avoir,
pour la canne, pour les déambulateurs, pour avoir un lit médicalisé, pour avoir une aide humaine, pas attendre 1 an et puis après des questionnaires pas possibles et des remises en cause et est-ce que votre handicap a changé puisqu'on vous redemande tous les 5 ans quels sont vos droits, etc. Enfin, voilà, que ce soit quelque chose de naturel, qu'on n'ait pas d'efforts particuliers à faire pour qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit parent, pour bénéficier d'une accessibilité qui permette à tous de se déplacer, d'accéder à tout à égalité et puis d'avoir les moyens de compensation dont on a besoin pour être à égalité avec les autres. Parce que la question du handicap, c'est pas la fatalité d'une maladie, c'est pas la fatalité de quelque chose contre lequel on ne peut rien. C'est juste une question d'accepter la diversité c'est les Espagnols qui parlent de diversité fonctionnelle, qu'il y a des grands, des petits, des gros, des moins gros, des gens qui portent des lunettes, des gens qui ont une jambe en moins, d'autres qui ont un bras en moins, d'autres qui ont une manière de fonctionner différemment parce qu'ils sont autistes, d'autres qui ont des difficultés d'ordre psychique qui fait que ils ont besoin d'un environnement plus sécurisé, qu'ils ont besoin d'un certain nombre de choses autres, d'autres qui ont des problèmes de vue, d'autres qui ont besoin de se déplacer avec un fauteuil, d'autres qui ont du mal, qui ont besoin d'un déambulateur ou d'une canne, mais que voilà, que la société, par exemple, nous mette pas des marches quand on peut pas les franchir, ou alors trouve des solutions pour qu'on les franchisse. C'est D'accord. ça la conception universelle, c'est partir des besoins des personnes qui sont les plus empêchées dans leur déplacement ou dans le fonctionnement et l'organisation de la société, et partant des besoins des plus empêchés, répondre aux besoins de tous sans exclure personne. C'est-à-dire faire qu'une société ne soit pas faite juste pour le jeune, blanc, mâle, valide, qui est capable d'être productif. Ta comparaison avec les lunettes, elle est vachement intéressante parce que, en vérité, j'ai pas de lunettes, mais je suis censé en avoir. Mais c'est clair que je ne me sens pas en situation de handicap, mais je sais que si j'ai pas de lunettes, je peux pas conduire. Et vu que je vais bientôt passer mon permis, la question va Voilà. se poser. Mais typiquement, ouais, Ouais. c'est vrai que c'est des choses qu'on intériorise comme normal d'avoir des lunettes en fait. Donc ok, mais ça Ah je ouais. pense qu'on va en parler dans notre troisième partie. Moi j'aimerais juste avant quand même, parce que si aussi je vous ai invité, c'est parce que Nicolas m'avait alerté donc sur cette journée du, je crois que c'était le 23 mars, ouais, je crois que c'était ça. Donc ça devait être, attendez que je regarde le calendrier, c'était donc Mardi. mardi dernier. Donc vous étiez, alors c'était Andy Social, en tout cas c'était toi, Odile, il y avait les militants du CIH 31. Vous avez été poursuivi Pas pour tout à avoir fait. En entravé. fait, c'est uniquement les militants d'Andy Social, D'accord, plus 4 personnes proches sympathisants de l'association. Enfin, on était 16 militants, dont une majorité en situation de handicap, et on est passé devant le tribunal judiciaire de Toulouse en audience correctionnelle, où on risquait chacun 5 ans de prison et 18 000 € d'amende pour avoir entravé la circulation aérienne et la circulation ferroviaire. alors moi justement les questions que j'ai à vous poser à tous les trois, c'est pourquoi en fait on en est venu du coup à cette entrave de la circulation ferroviaire et aérienne, parce que vous aviez des raisons de le faire. Tu l'as dit, vous êtes une asso aussi qui est dans l'action directe, hein, donc voilà, ça si vous pouvez m'en parler. Et aussi me raconter quand même un peu cette journée qui a été un peu particulière parce qu'elle a fini en vérité assez tard si j'ai bien compris. Et il y a plein de personnes qui ne pouvaient pas rentrer chez elles, donc ça peut-être pour les gens qui nous écoutent aussi, ça m'intéresse de faire un peu le point sur ça. On a dû occuper le tribunal à 22 heures pour pouvoir avoir les moyens de rentrer chez nous, mais Yann, tu peux peut-être expliquer un peu comment s'est passé la journée? Oui. Même de revenir sur un peu le contexte, comme, comme vient de dire Odile, elle est dans plein de commissions, donc enfin, euh, j'ai envie de dire au niveau légal, elle fait beaucoup de médiation, elle essaye de faire avancer les dossiers, elle envoie beaucoup de courriers, beaucoup de relances, de faire ça dans les règles, d'essayer de faire avancer les droits. Et donc, moi, quand je suis arrivé, enfin, Odile, tu mettais beaucoup en avant le fait que ben, ça avançait pas, ou ça avançait lentement, ou c'était beaucoup d'avance de façade. Où ça C'était, reculait. ouais, des fois, pour on déshabiller Paul, pour habiller Jacques, bah, c'est souvent comme ça d'ailleurs hein, dans le social. Hein. Et, et donc voilà, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là,
plus la loi Elan, donc que je viens de dire. Donc à ce moment-là, on ne déshabillait pas Paul pour habiller Jacques. En fait, on déshabillait les deux pour dire bon ben ça on vous a habillé un peu trop pour l'hiver, donc maintenant c'est bon, il faut arrêter. Vous voulez 100% de logements neufs accessibles? Non, ça c'est pas bon, c'est pas possible. Non, 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 on est dans une société capitaliste, adaptez-vous. Voilà. Donc, en gros, ils sont arrivés à dire, bon, maintenant, on va faire plus que 10% de logements adaptés. Donc, Accessible. accessible. Donc, en fait, en disant, en gros, il y a 10% de personnes qui sont en situation de handicap. Donc 10% de logements totalement accessibles, bon, ben, ça va. Donc, et donc, comme Odile avait déjà fait des médiations légales, et bien à un moment donné, on a dit, bon, ben, il faut taper plus fort. Donc, dans l'été, je crois qu'on a commencé à bloquer des cimenteries. On a bloqué le convoi de l'Airbus A380, on l'a reporté de 24 heures dans le Gers. Il y a Miss Robounette dans le chat qui dit vous nous empêchez de nous déplacer, on fait pareil, excellent. C'est un peu ça, non? Ben, en fait, c'est ça. Hein. Nous, on a été bloqué. On a bloqué 1 heure le trafic aérien et 1 heure le trafic ferroviaire. Mais nous, c'est tous les jours qu'on est. C'est toute la vie qu'on est entravé. Donc, je trouve assez savoureux qu'un tribunal nous poursuive pour ça. Mais surtout, si tu peux expliquer un peu comment s'est passée l'audience, peut-être, Yann, et puis on reviendra après sur la loi Elan et les actions qu'on a prises, parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé au tribunal judiciaire de Toulouse, quoi. Très grave. Ouais, mais déjà pour mettre le contexte, je pense que pour tout le monde comprenne, je pense que ce qu'on a vécu en une journée, c'était un petit condensé de ce qui peut nous arriver dans la vie. Tout à fait. Donc en fait déjà on est arrivé, donc il y a un problème au niveau du tribunal, c'est que pour y accéder, l'élévateur qu'ils ont mis en place, qui est conforme par rapport à la loi accessibilité. C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça peut rentrer à peu près, sauf que déjà il y a un bouton, enfin pour monter, pour descendre. En fait, si vous voulez, c'est pas comme dans un ascenseur normal où on rentre dans l'ascenseur, on appuie sur le 1 et pof, l'ascenseur va au 1. En fait, dans ces élévateurs, il faut appuyer de manière continue sur le bouton pour que l'élévateur en bouge nous amène au niveau voulu. Donc, ce qui peut, pour certains d'entre nous, poser des problèmes, donc on doit être accompagné. Donc, ce qui fait que là, on n'est pas autonome à ce niveau-là. Et comme en fait, on voulait montrer au tribunal nos problèmes, on est arrivé sans aide. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on doit avoir un procès, pour que le procès se tienne de manière équitable, on doit avoir des aides pour qu'on soit totalement autonome. Or, le tribunal n'avait rien prévu. Donc ça, on voulait le mettre en avant tout de suite. Donc c'est pour ça que de suite, on a commencé à mettre ce problème de l'élévateur en avant. Ce qui a aussi commencé à mettre un autre problème en avant, c'est qu'ils ne voulaient pas de presse dans la salle d'audience à cause du Covid. Donc, voilà.
Donc on n'était pas tout à fait d'accord parce que ce qu'on voulait, c'est justement mettre en avant nos revendications. Et donc ne pas avoir de presse, c'est inadmissible. Donc voilà. C'est un droit, c'est un droit. C'est la Un publicité. procès, c'est public, c'est la publicité du procès, c'est public et c'est ouvert à la presse. De manière plus générale, je pense qu'on peut même lister finalement toutes les problématiques qu'on a rencontrées dans le tribunal, parce que ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, c'est que le tribunal, en fait, il n'a absolument rien fait. La justice, le ministère de la Justice n'a absolument rien fait, en fait, pour permettre à ce qu'il y ait un procès équitable et n'a rien prévu en termes de moyens de compensation. Alors, Yann parlait effectivement de la question de l'élévateur qui est défectueux et qui est le seul moyen pour les personnes qui sont PMR et qui sont en fauteuil de monter. Est-ce que tu peux juste dire PMR, c'est personnes à mobilité réduite, c'est Oui, ça? ça veut dire personne à mobilité réduite. Okay. Oui, effectivement. Par exemple, juste un truc, quand on arrive au tribunal, quand on est en fauteuil roulant, moi, je ne peux jamais y aller seul parce que si je veux être aidé pour monter dans l'élévateur, il faudrait à la limite que je monte d'abord pour prévenir les policiers et les gardes qui sont à l'entrée de venir m'aider. Le problème, c'est que ce n'est pas accessible. Donc, je dépends de la bonne volonté d'un passant ou de X, Y ou Z qui ne va pas forcément comprendre ce qu'il faut faire, qui ne comprend pas pourquoi j'ai besoin de quelqu'un. Ben ouais, parce que moi, je n'ai pas la force de maintenir le bouton appuyé. Je peux tout à fait appuyer sur le bouton de l'ascenseur, mais par contre, tenir un bouton appuyé où ça demande une certaine force, ben, je ne peux pas. Donc, je me retrouve comme une couillonne à attendre la bonne volonté de quelqu'un. Si en plus, il fait mauvais temps, c'est vachement cool. Bon, en plus, le truc est déglingué, branlant, ça pue, il y a plein de toiles d'araignée et tout ça. Donc, si je comprends bien, en fait, vous êtes traîné à un procès parce que vous protestez, parce qu'il n'y a pas assez d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et en fait, au tribunal où vous allez, il n'y a pas d'accès non plus pour les personnes à mobilité réduite. Ils nous entravent, on est poursuivis pour entrave et c'est eux qui nous entravent en fait et qui nous entravent durablement. Mais le problème dans tout ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est la pluralité des handicaps. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est qu'il y a des handicaps, il n'y a pas qu'une seule forme de handicap. Et on parlait de la question de l'élévateur. Il y a des situations de handicap. C'est ça, bien sûr. Et on parlait de la question de l'élévateur, mais on peut revenir sur toutes les autres choses. Les micros non fonctionnels qui... Attends, c'est que j'allais un peu... Ouais. Vas-y. C'est vrai, j'ai voulu faire le chemin un peu chronologiquement, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de problèmes. Donc, comme tu le dis, donc les micros qui marchent pas. Bien sûr. Mais directement. L'absence d'interprète pour Bédria, par exemple, qui a des problèmes d'élocution. Laisse-le parler, Nico, parce que... Avant, il y a même quand on est arrivé, la présidente du tribunal, justement, a commencé à essayer de trier, entre guillemets, ceux qui pouvaient rester, ceux qui ne pouvaient pas rester. Et ce qu'elle a mis en avant, c'est que elle voulait pas les oxy et elle voulait que les gens qui pouvaient nous aider restent en fait à la porte du tribunal et que quand on avait besoin d'eux, eh bien, qu'on les appelle. Donc comme si en fait c'est comment vous expliquer comment j'ai ressenti ça, c'est comme si on était obligé de mettre en avant ce fait qu'on ait besoin et donc ils sont loin. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est alors que normalement une personne qui nous aide, non. Alors suivant les besoins qu'on a, mais c'est quelqu'un de proche, quoi. On n'a pas envie obligatoirement que ça soit vu obligatoirement par tout le monde ou que ce soit vraiment sous la lumière des projecteurs. Mais après, comme disait Nicolas, il y a plein de situations de handicap et la violence qu'a eu ce tribunal, c'est que ils connaissent pas le monde du handicap et en fait ils n'en avaient rien à foutre. Alors je sais,
je sais pas s'il en avait rien à foutre ou s'ils se sont même pas aperçus que la manière dont la présidente a mené ce procès mettait juste en avant le fait que, comme dans beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens, je ne sais pas, mais comme la société nous voit, en fait, elle s'en fout. Elle ne voit pas nos besoins, mais elle ne cherche pas à les connaître. Parce que le handicap, c'est pas beau. Parce que le handicap, ça demande des moyens et que là, c'est. Et puis ça demande du temps, Kevin. Voilà. Ça demande du temps, Yann. Ça, ouais, non, mais c'est ça. Hein? Ça demande du temps. C'est pas dans l'air du temps. Ah, mais voilà, vous ne savez pas vous débrouiller tout seul, mais allez, un peu, bougez-vous le cul. C'est un peu ça. Et donc voilà. Donc, en fait, normalement, le tribunal, quand même, pour que nous, ça soit équitable, alors c'est peut-être pas la présidente, d'ailleurs, on en a parlé de nos avocats, c'est peut-être plus le substitut du procureur, qui en fait, s'est pas du tout occupé du fait de savoir s'il fallait qu'il mette des choses en place. Donc en fait, il n'avait pas prévu de personnes pour nous accompagner dans de bonnes conditions. Donc le plus dur, je pense, c'est qu'une militante qui est avec nous a une élocution qui, pour la moyenne des gens, trouverait difficile. Donc, il faut la connaître, il faut avoir parlé avec elle, et puis Ouais, après, problème on d'élocution, la connaît très bien. voilà, c'est très difficile à comprendre. Moi qui ai des problèmes auditifs, je ne la comprends pas. Je suis obligé de demander à mes amis de traduire. D'accord. Voilà. Alors qu'elle a tout à fait toute son intelligence, que voilà, mais Oui. simplement, ben voilà, c'est laborieux, ça prend du temps. Et donc, soit on zappe les gens en se disant ça prend trop de temps, soit on prend le temps d'écouter. Vas-y, Yann. Voilà. Et donc, comme en fait le tribunal n'avait rien mis en place, quand notre camarade a voulu s'exprimer, parce que le tribunal lui a demandé, en plus, avec l'émotion, donc son allocution était un peu plus compliquée que d'habitude. Et au bout de quoi 3-4 phrases, elle a dit, écoutez, on va s'arrêter, madame. Notez que je ne comprends pas ce que madame dit. Donc, on ne va rien noter. Alors, C'est comment incroyable qu'elle puisse expliquer? dire ça. Eh bien, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est des fois, justement, on met en avant qu'on n'est pas entendu, qu'on est mis de côté. Et en fait, là, à ce moment-là, c'était vraiment un concentré de ce que peut faire la société. Genre, excusez-moi, mais en fait, comme je ne vous comprends pas, au lieu d'essayer de vous comprendre ou de dire ou d'arrêter le procès, hein, par exemple, en disant, écoutez, je ne comprends pas, madame, les conditions dans lesquelles ce procès se tient sont indignes, on va arrêter. Non, elle a décidé je ne vous comprends pas, donc arrêtez de parler. Votre parole ne compte pas. Donc voilà. Donc en C'est fait, incroyable. C'était d'une violence inouïe. Ouais. C'était Ah oui. inouï, c'était d'une violence inouïe. Et le pire, c'est que cette juge, on a le sentiment qu'elle a même pas mesuré la violence qu'elle a infligée à Bedria et aux autres, quoi. Et à moi aussi, hein, mais bon. Mais je pense même, il faudrait revenir sur cette phrase qui était, je crois, la plus triste du procès. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Bédria qui avait tenté de prendre la parole et de se faire comprendre par la juge, et la juge qui l'arrête et qui lui dit: Madame, je suis désolé de vous arrêter, je comprends que c'est difficile pour vous, mais c'est aussi difficile pour le tribunal. Donc elle met sur le même plan C'est Ouais. incroyable. du Franchement, tribunal à comprendre Bédria et la difficulté de Bédria qui, elle, est victime du manque de compensation, Mais du manque de moyens ouais. de compensation qui n'a pas été mis en place en fait par le tribunal. Et peut-être, et là, en termes d'humiliation, je crois qu'on était à son paroxysme dans le procès. De la même manière aussi, lorsque les plaidoiries étaient terminées, que les prévenus, que les personnes étaient amenées à prendre la parole une dernière fois, la juge redonne la parole à Bédria et lui la coupe quelques secondes après. Donc nous, on lui demande si elle a bien compris ce que Bédria voulait dire, et la juge avoue à demi-mot. J'avais noté la phrase seulement quelques mots. Voilà ce qu'elle avait dit. Genre, elle faisait semblant de comprendre Bédria pour au final avouer qu'elle n'avait seulement compris que quelques mots. Enfin, c'était d'une violence. Enfin, je laisse mes camarades parler, mais en parler mieux que moi. Mais c'est vrai que, ouais, à mon sens, c'était vraiment une scène particulièrement violente et symbolique, quoi, mais Moi qui n'ai pas surtout que l'habitude j'imagine de que. pleurer, j'en avais les larmes aux yeux. Et je Ouais. sais qu'on a tous poussé un cri. Enfin, c'était d'une violence, plus tout le reste. Le fait d'être entassé dans cette salle, le fait de. Tu veux poursuivre, Yann, peut-être? Ah oui, oui, je veux bien, ouais, bah, après, oui, bah, le fait. Et après, il y avait aussi ben, le fait de pas. Enfin, vraiment, ce truc de pas d'interprète et de nier la parole, c'est vraiment. Ça m'a vraiment fait bizarre. D'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui ait tendance à faire beaucoup d'esclandres. Mais ma réaction, je Ouais. suis passé juste après notre camarade et vraiment ça m'a fait réagir vraiment parce que c'était ouais, c'était vraiment très dur. Mais voilà. Bon, je vais pas faire dans le pathos non plus. Hein. Non, mais tu peux nous redire peut-être ce que tu as dit à ce moment-là, la juge, parce que c'était important ce que tu as dit. Ben qu'on se battait justement pour mettre nos droits, pour avoir nos droits qui souvent été bafoués, et que par le simple fait de sa parole, elle mettait en exergue ce mépris que la société peut avoir envers les personnes en situation de handicap. Mais mais, euh, mais c'est aussi le fait que elle avait pas, on l'avait demandé des temps de pause. Bon, alors, il n'y avait pas d'oxy. Donc déjà, on s'est demandé, on lui a demandé, mais comment est-ce qu'on va pouvoir aller pour certains d'entre nous, comment on va pouvoir aller aux toilettes? Euh, mais après, nos avocats lui ont aussi dit que on avait besoin de pauses régulières pour aller ben, justement aux toilettes. Et puis pour la fatigue, pour un Et certain. la fatigue, ouais, enfin, pour prendre en compte nos besoins. Et en fait, elle a fait des pauses qu'au moment où le tribunal en avait besoin. Donc, en fait, c'est vraiment, ils ont pris leurs besoins, mais ceux de la défense, non. Non, parce qu'en fait, alors, premièrement, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne, parce que, apparemment, en rentrant dans le tribunal, euh, la, la présidente a dit: ah, mais ils viennent tous. Ah, c'était au moment où on était au niveau de l'élévateur. Ah, mais ils viennent tous. Bah, enfin, On a mis 1 heure pour rentrer. elle était étonnée quand même que des prévenus viennent à leur procès. Mais moi, enfin, ça quand même, c'est quelque chose qui me fait bizarre. Hmm. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le fait, c'est parce qu'on est handicapé, en situation de handicap, qu'elle a dit ça. Parce qu'elle n'aurait pas dit ça si ça avait été
si c'était un blanc, valide et qui travaille. Bon. Surtout que ça se Donc fait ouais, souvent en vérité dans les mouvements sociaux de venir à plusieurs, ils le savent. La justice, ils ont l'habitude que quand tu as un procès à plusieurs, tu as souvent les militants, la presse, etc. J'ai juste une petite question de la part de quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que il existe dans certains pays des dispositifs légaux et juridiques pertinents qui permettent de fournir aux personnes en situation de handicap des moyens de se défendre équitablement dans le cadre d'un procès. Est-ce que... Mais en fait, la loi française prévoit des choses, Ouais. c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. On ne part pas de rien. En fait, ce qu'on reproche au tribunal, hein, c'est la violence vis-à-vis de Bédria par l'absence d'interprète. Il aurait suffi que le tribunal s'enquiert, comme il le savait, hein, puisqu'on a les preuves qu'il le savait depuis 2 ans, qu'il avait des difficultés d'élocution. Il aurait suffi qu'il propose de faire prêter serment à la personne qu'ils auraient indemnisée, qu'elle aurait choisie et qu'ils auraient indemnisée pour traduire ses propos, puisqu'il faut pas, c'est pas un interprète langues étrangères ou un interprète Hmm. langue des signes française, c'est quelqu'un qui connaît bien, qui sait comment elle parle, qui sait qu'elles sont, voilà, correspond à peu près à ça, etc. Et qui aurait traduit et qui aurait permis à Bédria de s'exprimer, parce qu'elle a une intelligence tout à fait normale, et c'est une énorme frustration d'être dans une société où justement, contrairement aux personnes qui ont un problème de vue, eh ben, il n'y a pas de solution. Il existe aussi du matériel hein, qui permet aux personnes en tapant, c'est ce que faisait Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien. Mhm. Enfin, je pense qu'il faut aussi Stephen Hawking, je pense que beaucoup de gens savent de qui il s'agit. Hein. C'est cet astrophysicien qui a découvert la notion des trous noirs, qui est un génie qui est décédé là, il y a pas très longtemps. Et ce type, il parlait plus depuis des années, il était dans un fauteuil roulant électrique qui manipulait, je crois, avec un système optique ou avec la tête. Enfin bon, voilà, c'était pas lui qui tournait les roues ou qui actionnait un joystick, je crois. Et pour communiquer, puisqu'il avait perdu la capacité d'être audible, ben, il avait un ordinateur sur lequel, avec, je pense, un système optique, il dictait des textes qui étaient ensuite transmis en mode vocal par la machine. Et Stephen Hawking a continué à faire des conférences, que Stephen Hawking a continué à mener une vie normale et personne je veux dire, enfin, parce qu'il a eu toutes les aides techniques et toutes les aides humaines nécessaires, c'est un type qui a fait de grandes choses et qui a pu mener, il était marié, il avait des gosses, il a pu communiquer avec sa famille, il a pu... Vous savez, je crois que c'est important de faire le distinguo entre ce qui relève de la dépendance et ce qui relève de l'autonomie. Et nous, ce qu'on revendique, c'est l'autonomie. La dépendance, c'est un fait. On est dépendant pour un certain nombre de choses, des choses différentes suivant les personnes, mais on est dépendant. Mais par contre, ce qu'on revendique, c'est d'être autonome. Pour essayer d'illustrer de manière concrète, quand un de mes militants, Ahmed, qui a des difficultés d'élocution et qui est dépendant pour les... Enfin, il peut pas utiliser ses 4 membres, hein, donc il est dépendant pour tout simplement boire un verre, hein, lui servir un verre d'eau, donc c'est un auxiliaire qui le sert. Et pourquoi est-ce qu'il est autonome malgré sa dépendance? Parce que c'est pas l'auxiliaire qui décide à quel moment il va boire. C'est pas l'auxiliaire qui choisit ce qu'il va boire. C'est pas l'auxiliaire qui choisit dans quoi il va le boire. C'est pas l'auxiliaire qui choisit comment il va le boire. Tout ça, c'est Ahmed qui le décide et qui dit et qui choisit même l'auxiliaire qui travaille avec lui, comme l'auxiliaire le choisit. Et c'est lui qui pilote sa vie, c'est lui qui décide qui va se coucher à telle heure, qui va se lever à telle heure, qui va manger ci ou ça, qui va écrire ça, ou qui va travailler là-dessus, ou qui va militer, ou qui va venir bloquer la circulation aérienne sur le tarmac d'un aéroport. Il est dépendant, certes, mais il est autonome. Et c'est ce qu'on revendique, nous, c'est d'être autonome, c'est d'avoir les moyens de compensation du handicap et l'accessibilité qui nous permettent une vie autonome. C'est pas compliqué. Il y a des pays où il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, la Suède, vous avez des personnes polyhandicapées qui gèrent comment ça s'appelle, une coopérative où ils ont des personnes, des parents ou autres qui participent aussi et les salariés qui participent. Et ces jeunes, contrairement aux établissements spécialisés français où on les parque, et d'ailleurs l'ONU dit qu'ils sont privés de liberté, hein, que c'est un problème de privation de liberté et de discrimination, et bien ces jeunes qui dans les établissements spécialisés ne choisissent pas avec qui ils vivent, ne choisissent pas qui va leur laver le cul tous les matins et que ça peut être 10 personnes différentes et l'année suivante 10 ou 15 autres, etc. C'est vachement agréable d'avoir un défilé de personnes qui connaissent rien
à nos besoins, à nos corps, et qu'il faut réexpliquer tout, ils choisissent les personnes en Suède. Les jeunes, ils choisissent, alors qu'en France, ils choisissent pas ce qu'ils bouffent, ils choisissent pas à quelle heure ils mangent, ils choisissent pas avec qui ils vivent, ils choisissent pas qui s'occupe d'eux, et ils choisissent pas en général les activités qu'ils vont mener, ou très difficilement. Voilà. La différence, les jeunes en Suède qui sont dans cette coopérative, ils vont faire les courses s'ils veulent, ils choisissent qu'ils vont manger ça, qu'ils vont se lever à telle heure, coucher à telle heure. Après, ils ont des gens qui effectivement les accompagnent pour les aider à faire des choix et tout en se protégeant, parce que des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, ils ont besoin de plus d'accompagnement humain pour saisir les dangers qu'il peut y avoir, les opportunités qu'il y a, et il leur faut plus de temps d'apprentissage. Simplement, si on leur donne du temps, les jeunes trisomiques, par exemple, ils peuvent écrire, ils peuvent faire plein de choses. Simplement, on les a planqués dans les établissements spécialisés en France, et c'est le drame qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'on a encore en face de nous, et c'est ce qui s'est passé au tribunal, des gens qui nous considèrent comme des personnes, finalement comme des mineurs pas émancipés, des gens dont on peut facilement décider à leur place. Je pense qu'il y en a même. Je pense d'ailleurs que pour le tribunal, en tout cas, que cette magistrate a dû penser que j'entraînais tous les autres qui n'avaient rien décidé, quoi. Que si Bédriel a des problèmes d'élocution, elle n'est pas capable de me dire merde. Si, elle me l'écrit. Voilà. Si je ne comprends pas l'oral, elle me l'écrit. Mais voilà, elle est capable de le dire. Comme les autres camarades. De temps en temps, je me fais bousculer par mes camarades. Même si je suis un peu on va dire celle qui est la plus impliquée, celle qui est un peu la tête dure, mais les autres aussi. Ouais. Yann, il nous a, enfin, je veux dire, il a pas hésité à dire ce qu'il pensait à la juge. Il l'a dit de manière courtoise. Je veux dire, il l'a pas insulté, mais il lui a pas envoyé dire quand même ce qu'il avait à lui dire. Voilà. Mais j'ai un peu l'impression, moi, dans ce que tu dis, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que... Alors moi j'ai pris conscience de ce phénomène, surtout parce que je me suis beaucoup occupé de ma grand-mère qui était en situation de dépendance, pour le coup. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'espace dans la société où on voit les gens qui sont en situation de dépendance ou de handicap comme des personnes. Enfin, on les voit d'une manière très passive en fait. Et moi, ce que j'ai remarqué, qu'elles n'ont pas à décider, et en fait, c'est ça. Moi, typiquement avec ma grand-mère, j'ai jamais vu autant de bonheur parce qu'il y a aussi la question d'avoir droit au bonheur que dans des petits moments où justement en fait comment te dire, on sortait faire des choses où en fait dans ces activités c'était pas c'était quelqu'un qui était au centre de son activité qu'elle avait choisi. Je me souviens, on jouait, tu vois, des trucs bêtes, hein, mais on s'amusait, elle était là sur son fauteuil et puis on rigolait parce qu'on faisait une sortie, parce que machin, etc. Et où en fait tu as une personne en face de toi qui vit. Et quand j'ai vu moi beaucoup de choses dans mon parcours, mais moi je l'ai pas vécu, hein, mais j'ai vu beaucoup de ces moments-là où en fait, notamment sur les personnes âgées, de ce que j'ai pu voir, en fait, on considère que c'est fini, quoi. Tu vois, d'une certaine manière, on se dit bah ouais, c'est fini, c'est cuit. Et puis voilà, on va essayer de supporter son existence, mais jamais on se dit qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle peut vivre, qu'est-ce qu'elle peut vouloir vivre, parce qu'il y a la question de l'utilité sociale, moi je suis d'accord, mais il y a aussi la question du droit au bonheur, quoi. Et moi, enfin, tu vois, avec ma grand-mère que j'ai perdue il y a pas longtemps, c'est ça. Et la possibilité aussi, parce qu'en fait, je pense il y a beaucoup de gens qui présupposent que notre vie, elle est forcément misérable, qu'elle est forcément triste, qu'elle est forcément malheureuse, alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui est difficile, triste et malheureux, c'est de ne pas bénéficier des moyens pour être à égalité avec les autres composantes de la société. Ce qui est triste, c'est par exemple, c'est effectivement de devoir aller bloquer un TGV pour obtenir de pouvoir circuler en autonomie dans une gare, alors que ça fait 45 ans que l'accessibilité est promise aux Français en situation de handicap, que ça fait 45 ans que les politiques font des promesses et ne les tiennent pas. Et que donc, il y a un moment où c'est plus possible, et donc on est bien obligé de s'imposer, quoi. On est bien obligé de s'imposer. Mais ce qui est en toile de fond, en plus, dans tout ce que vous dites, toi, Yann, David, comme Odile, c'est ce combat qui a eu lieu de manière historique, en fait, entre deux modèles explicatifs du handicap, en fait. Entre le modèle individuel, qui se concentre, en fait, sur, alors je mets des guillemets, sur ce qu'ils appellent des déficiences et des altérations physiques,
Et ça part du postulat, en fait, que c'est à l'individu de se réadapter pour se réinsérer socialement, en fait. Et alors que le modèle explicatif social, celui duquel on se revendique pour expliquer la multiplicité des facteurs handicapants dans une vie et dans des situations, c'est un modèle en fait qui part du principe que le handicap est la conséquence d'un environnement qui est normé et qui est conçu par et pour des personnes valides. Et quand je parle d'environnement, il faut bien comprendre toute la complexité du terme environnement, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'architecture urbaine, bien entendu, c'est extrêmement important pour la mobilité, mais c'est l'environnement social, c'est les structures C'est sociales. l'organisation de la société, c'est l'organisation du monde du travail, c'est l'organisation, c'est aussi l'organisation effectivement dans l'entreprise, mais aussi l'organisation pour l'accès aux loisirs, l'accès, les interactions permettent des lieux d'interaction avec les gens, etc. Quand on parque les gens dans des établissements spécialisés, je veux dire, on ne les confronte pas à la société. Ça ne permet pas d'accéder à la scolarité, aux études supérieures, à l'emploi, à la vie affective et sociale. Et en fait, c'est de là donc, parce que moi, c'est quelque chose C'est que en j'ai ça que c'est découvert une assez. discrimination, c'est pas un coup du sort, comme on veut essayer de nous faire croire. Bah non, c'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y en a qui se retrouvent handicapés, on n'y peut rien. Bah non, on y peut quelque chose. Parce qu'à partir du moment où on construit une société que pour ceux qui sont en bonne santé, qui sont minoritaires, au final, ils sont minoritaires. Si on prend toutes les personnes à mobilité réduite, toutes celles qui sont gênées dans l'espace, on arrive déjà à près de 50% de la population. Donc c'est un problème. On en a fait un truc catégoriel. Non, mais il y a les handicapés, il y a les vieux. Mais à force d'isoler les uns les autres, ben on isole beaucoup de monde. Alors que c'est pas compliqué, c'est une question de volonté politique, c'est une question de prise de conscience de faire que les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées qui se retrouvent en situation de dépendance, que toutes ces personnes, c'est pas une fatalité de finir en EHPAD parce qu'on est âgé et parce qu'on a Alzheimer. On pourrait très bien rester l'enfant chez soi, ce qui d'ailleurs permettrait d'être moins déphasé, parce que transplanter un Alzheimer dans un établissement spécialisé, c'est le faire encore régresser encore plus. Et ben justement, moi, il pourrait y avoir des services communautaires qui accompagnent les gens au plus près, mais avec suffisamment de moyens, que ça ne pèse pas sur la famille. La famille n'a pas le rôle soignant. La famille, c'est la famille. Elle n'a pas à être soignante, ni avec la personne handicapée, ni avec la personne âgée. Bah justement, moi, c'est un peu les questions que je voulais vous poser là-dessus, sur quels sont justement les moyens mis à disposition par là. Alors, juste avant, moi, si je comprends bien, du coup, c'est ce que vous expliquez, c'est ça qui fait qu'on parle. Parce que les mots sont importants, en fait, qu'on est passé, notamment sur les questions de handicap, en fait, à définir quelqu'un comme handicapé, à maintenant parler de personnes en situation de handicap, c'est ça? C'est-à-dire qu'en gros, de dire que il n'y a pas de handicap à soi. Ça, c'est important, je pense, pour les gens qui nous regardent, parce que j'ai vu, par exemple, quelques personnes me dire, mais il n'y a aucun problème avec ça, hein, mais parler de personnes handicapées, etc. Mais c'est pour ça que maintenant, on parle de personnes en situation de handicap, parce que c'est comment... Enfin, Yann, si tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Et en même temps, vous voyez, regardez, Yann, tu es là? Oui, je suis là. Mais vous voyez, même entre nous, je veux dire, c'est naturel. Il ne s'agit pas de... Je vais te laisser la parole, Yann, mais vous voyez, par exemple, moi, j'ai du mal à laisser la parole aux autres parce que les trucs, j'y pense et puis après, je les oublie très vite. Mais la question tu vois, j'ai perdu le fil, mais vas-y. Mais en tout cas, voilà, j'avais pas laissé la parole à Yann parce que je perds facilement le fil de mes idées, et alors que lui, il a besoin de plus de temps, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, c'est tout à fait. Voilà. Mais je Et pense donc, que je suis maltraité sans le vouloir, mais voilà. Il faut tu voulais rebondir sur le truc personne handicapée, à mon avis, ou sur le mot handicapé. Non, c'est-à-dire que même entre nous, et c'est pour ça que on n'en veut pas aux valides d'avoir des mauvais réflexes, parce qu'on sait qu'une majorité de gens ne le font pas par mauvaise volonté, le font pas par volonté de nous nuire. Simplement, quand moi je prends pas suffisamment de temps pour écouter mes camarades qui ont des difficultés d'élocution, ou quand effectivement ceux qui sont plus lents que moi pour X raisons, je m'impatiente un peu parce que voilà. Et c'est pareil, celui qui est malvoyant, il va être gêné par certaines choses qui ne gêneront pas pour d'autres types de handicap. Donc on peut bien comprendre que c'est compliqué pour ceux qui sont en bonne santé parce qu'ils sont différents de nous. Mais que l'important, c'est d'essayer de trouver des règles communes qui permettent à tous de participer. Et déjà, le fait d'être dans une société qui va trop vite,
Je pense que si on prenait un peu plus le temps, ben, ça serait bien pour ceux qui sont plus ralentis, mais ça serait bien aussi pour ceux qui, à force de foncer, vont droit dans le mur. Je pense que ça, hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, On mais se tirailler là-dedans. justement, je voulais mettre un parallèle de fonctionnement. Quand on faisait pour un dé social nos repas partagés. Premièrement, on prenait le temps, c'était un moment festif. Euh, Chaque personne qui avait besoin de son oxy l'avait. On avait un lieu qui était adapté, donc on pouvait aller aux toilettes comme on voulait. Et donc, en fait, à ce moment-là, il y avait pas, il y avait pas de personnes en situation de handicap. S'il y avait un problème, une autre personne était là pour l'aider ou il y avait l'oxy. Donc ça se passait bien. Et donc c'est vraiment le contexte du tribunal où en fait ils avaient rien prévu du tout, qui a juste mis en exergue justement ces difficultés qu'a la société à prendre en compte les besoins fondamentaux qu'on peut avoir et qui ne les met pas en place parce que ça coûte de l'argent et que cet argent, eh ben, il veut pas le donner et que ça fait depuis longtemps qu'ils promettent que ça va être fait, que on va adapter les trains, on va adapter les bâtiments. euh, et en fait, à chaque échéance, euh, eh ben, ils disent ben on est un peu en retard, donc on va prendre un peu plus de temps. Donc en fait, en 2005, là, ils ont fait une très belle loi, hein, la loi de 2005, mais qui disait eh ben, dans 10 ans, tous les bâtiments recevant du public seront accessibles. Et en fait, en 2015, quand est arrivée l'échéance, ben, comme ils avaient rien branlé, en gros, mais même si c'est un peu caricatural hein, ce que je dis, ben, ils ont dit dans ces cas-là, attendez, on est un peu en retard, on va leur donner 9 ans de plus. Ouais, donc 2024, mais le problème, c'est que c'est qu'il y a, comme vous dites, le dit, il y a des personnes derrière, bordel. Des fois, par leur discours, on a l'impression qu'on est la portion congrue, on vous donne des miettes et soyez contents. C'est, à un moment donné, c'est gonflant, quoi. Donc c'est pour ça que on peut pas s'asseoir, dire ah ben oui, mais ils ont encore prolongé de 10 ans l'accessibilité. Eh ben attendons de voir ce qu'ils vont faire dans 10 ans pour voir si ils ont bien voulu adapter un peu la société. Et si on fait rien, en fait, on va arriver en 2024 et 2024 c'est demain. Moi je mets ma main à couper. Bon, alors peut-être pas ma main à couper parce que Si, tu peux mettre ta main à couper que l'échéance ne sera pas tenue. Vu comme c'est oui, parti, ça oui, sera pas. mais Bah, avec la crise et tout, je pense que Non, non, mais la effectivement. crise, c'est une excuse Oui, parce non, que mais quand ils on vont voit les utiliser ça commandes de comme une LBD excuse, qui ont c'est été clair. faites ces derniers temps par l'État et qu'en même temps, il n'est pas foutu de. Enfin, par exemple, la mairie de Toulouse. La mairie de Toulouse, les engagements qu'ils ont pris sont tenus à 50%. C'est-à-dire qu'ils ont fait la moitié de ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Après nous avoir dit qu'il leur fallait 10 ans de plus après avoir mis 10 ans pour rien faire. Hmm. Voilà, donc c'est ça qu'on subit et qui est insupportable. Ça qu'on subit, plus le temps qu'il faut pour pour changer un fauteuil, pour avoir une tablette pour combler les difficultés d'élocution, pour être accompagné pour les droits sociaux, parce que c'est d'une telle complexité qu'il faut presque sortir de l'ENA pour s'en sortir, et encore, enfin, c'est de la folie douce. Moi qui suis, enfin, faut se rendre compte quand même que moi qui suis devenu spécialiste du droit du handicap après avoir commencé à lire
le code de la Sécu et le code du travail dans leur intégralité dans les années 80, à la fin des années 90 pour pouvoir me défendre. Il y a 3 ans, c'était moi qui ai animé une formation pour les avocats du barreau de Toulouse sur le droit du handicap. J'ai bac-2. On est très en Voilà. retard, quoi. C'est ça que tu Ah bah dis. ça. Ouais. Mais ce que dit Yann aussi, c'est intéressant parce que moi je pense qu'il y a un point sur lequel il faut revenir et qui est caractéristique de notre société, c'est la question du critère de coût-bénéfice et la manière finalement dont dans nos sociétés, en fait, tous les choix politiques sont toujours jugés à l'aune de ce critère-là, qui est le critère coût-bénéfice et qui est le critère, on va dire, dominant dans les sociétés capitalistes, au point même que voilà. Le Et problème, bien c'est sûr, que c'est un raisonnement de coût à court terme, parce que si on raisonne sur le coût à long terme pour la société, je veux dire, c'est comme quand on parle du chômage, hein, quel est le coût sanitaire, effectivement, de la désespérance des gens. Aujourd'hui, tiens, un truc, par exemple, nous, le confinement, on connaît depuis toute notre vie. Toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des problèmes de mobilité, qui ont des problèmes d'accessibilité, elles sont confinées depuis des dizaines d'années, sauf les plus riches, sauf les plus débrouillardes. Et pourtant, aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre parler du nombre de gens qui tombent en dépression à cause du confinement depuis la Covid. On s'alerte des conséquences sanitaires, effectivement, du confinement. Mais quand c'était le million de personnes en situation de handicap qui étaient en situation de confinement permanent, ça dérangeait personne. Bah, Odile, tu pourrais peut-être parler de la personne à Toulouse, justement, celle qui est restée bloquée pendant 10 ans, il me semble, c'est ça? 14 ans. 14 ans, c'est ça, Moi, voilà. j'ai accompagné une famille pour qui j'ai obtenu un logement accessible. Ça faisait 14 ans. Alors, c'était des Arabes, hein, ils étaient à la Rainerie, coincés au 6e étage d'un appartement, enfin d'un immeuble, où l'ascenseur déjà s'arrêtait à demi-niveau, donc même quand il marchait, c'était problématique. Mais en plus, il était souvent en panne. Pendant 14 ans, ils se sont fait une demande. La gamine avait 4 ans au départ. À la fin, quand ils montaient 90 kilos matin et soir, les parents, avec les frères, les sœurs, pour qu'elle monte et qu'elle descende, et puis qu'après qu'elle aille au lycée, il fallait aller chercher le fauteuil roulant électrique chez le frère parce qu'on ne pouvait pas le stocker dans l'immeuble à la Rainerie. Ça inquiétait personne. Hein, je veux dire, c'était normal. Et le problème, le pire, c'est que parmi nous, parmi les personnes en situation de handicap, beaucoup acceptent ça parce que on leur a tellement mis dans la tête que finalement, de toute façon, on n'y peut rien et puis que de toute façon, elles sont une charge pour les autres, que elles essayent de se faire oublier. Puis alors, toutes celles qui ont été éduquées en établissement spécialisé, on leur a surtout appris ferme ta gueule et fais-toi oublier, parce que c'est quand même ça. On leur a dit tu vaux rien, tu n'arriveras à rien, tu vivras pas longtemps. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça, mais le nombre d'amis, Bédria, c'est ce qu'elle a connu. Elle a connu t'existes pas, on n'a pas le temps de t'écouter, on n'a pas le temps de prendre en compte tes besoins, tes envies, tes choix. Les études, celles-là, tu les fais parce que celles-là, elles sont accessibles, c'est pas celles que tu veux, mais on s'en fout. Elle a vécu tout ça, donc c'est pour ça que c'était aussi une violence extraordinaire pour Bédria et la copine Sophie qui s'est pissée dessus. Parce qu'on nous avait mis, en plus, on respectait pas les règles sanitaires. On était à un moment 50 dans une pièce réservée à 28 personnes. On avait mis tous les fauteuils dans les allées. Donc, s'il y avait eu un incendie, problème d'évacuation. C'était Ahmed, quand il a voulu faire demi-tour, quand elle a viré les copains qui avaient réussi à monter et les quelques journalistes qui avaient réussi à rentrer, il a mis 5 bonnes minutes à réussir à faire demi-tour, tellement c'était encombré. Oui. Je veux dire, ça n'a pas ému, mais je crois que ce serait une erreur de mettre tout, de focaliser tout sur la juge. Parce que c'est un problème systémique. Je veux dire que la juge, elle a été très moche. Mais on voit bien qu'elle n'y connaissait rien. Là où elle a fait une erreur monumentale, c'est qu'en n'y connaissant rien, elle a refusé d'écouter ce que nous disions et nos avocats disaient, et que visiblement, à un moment, elle a parlé de devoir de loyauté. Pour elle, le devoir de loyauté, c'était de défendre l'institution judiciaire jusqu'au bout et d'obéir aux ordres, parce qu'on sait très bien que c'était une procédure bâillon, cette affaire. Mais malgré tout, je veux dire, c'est le système qui a permis ça. C'est qui est-ce qui a permis ces poursuites? Oui, ben oui, et c'est qui a comme je permis disais. ces poursuites, qui a fait qu'on a été poursuivi, qui a fait qu'on a dû en arriver là, qui a fait que pour nous faire entendre, il a fallu faire un coup d'éclat. Parce que médiatiquement aussi, les affaires des personnes handicapées, moi je le vis depuis 10 ou 20 ans, les médias, ça les intéresse rarement. Moi j'ai des copains journalistes qui me disent, bah oui, j'ai proposé ton action ou ce que tu as fait à mon rédac chef, mais ça ne l'intéresse pas.
Parce que moi j'ai l'impression que dans les médias, en fait, les seuls moments où on parle des personnes en situation de handicap, c'est des trucs très infantilisants, du style oh les pauvres, Oui. regardez comme ils sont tristes d'avoir un handicap, etc. Et en fait, encore une fois, on les renvoie à des sujets passifs, comme quoi ils seraient pas Alors, capables d'être acteurs de leur vie. Ouais, Yann? pardon, c'est sous deux angles qu'on parle des personnes handicapées. C'est sous l'angle misérabiliste, genre Téléthon, Ouais. Hmm. genre regardez ces pauvres petits enfants, et c'est sous l'angle du dépassement de soi. C'est ça, ouais. Oh, regardez comme il est fabuleux, comme il a dépassé son handicap. C'est la Euh, leçon de vie des Ouais, valides. C'est ça, ouais, en exactement. exemple. Ah, vous êtes Ouais. vraiment des leçons de vie. Quand on vous regarde, on se dit qu'on peut plus, on peut Faut plus pas se se plaindre plaindre. de vos vies parce que Voilà, vous c'est ça. encaissez. Oui, ok, on encaisse, mais on vous demande pas d'en rajouter en fait. Hmm. Et Et puis On c'est on a entreprend le la droit aussi, société. j'imagine, on peut aussi dire que il y a des gens qui arrivent à se dépasser, mais en fait, on a le droit aussi de pas De pas réussir se à se dépasser, dépasser. Bah, et de puis, pas y oui, arriver, enfin, je mais veux oui. dire, on n'a Mais Yann, pas. Yann, il a encore le bon mot, moi je trouve, hein. C'est ça, c'est-à-dire que tu es une personne en situation de handicap, soit tu es contraint de faire avec ou de te faire invisibiliser et d'être pris sous l'angle pathos, ouais. ouais, effectivement, sous cet angle misérabiliste, ou alors tu es obligé de forcer le destin. Et c'est là où tu as vraiment deux postures. La posture, on va dire, performative, que là, pour le coup, je suis désolé, mais que tu incarnes bien, Odile, finalement, parce que tu as dû te battre. Oui, mais je crois euh, que je suis pas représentatif de l'ensemble des et personnes. Et bien puis, sûr. et surtout, je suis pas représentatif suivant les périodes parce que ceux qui m'ont connu il y a 10 ou 20 ans, quand j'ai passé 10 ans enfermé chez moi, quand j'en chialais, quand c'était les voisins qui me faisaient à bouffer, que je Hmm. sortais jamais, que j'avais aucune activité, que je passais mon temps sur mon ordinateur à lire des trucs, à rédiger, à écrire, à pleurer dans le désert, à faire une grève de la faim, etc. Bah, c'est vrai que j'étais pas performative, mais voilà, et c'est ce que raconte Philippe Croison. Et d'ailleurs, Philippe Croison, qui est un peu l'icône, hein, le mec, le quadrille amputé, qui fait le Dakar, qui traverse la Ouais. Manche. Mais je crois qu'il ne faut pas vouloir qu'on ressemble à ça, parce qu'on n'a pas tous les ressorts nécessaires, on n'a pas eu tous les chances nécessaires, parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que c'est pas la même chose d'avoir été victime d'un accident, d'en chier, mais au bout du compte, de percevoir des indemnités qui permettent de vivre et de vivre correctement, enfin d'avoir les moyens de compensation de ces handicaps, que d'être victime d'une maladie et de dépendre de la Sécu, de la hache et de vivre sous le seuil de pauvreté et de ne pas avoir les moyens. Moi, par exemple, j'ai aujourd'hui ce qui m'aide aussi à vivre, c'est que j'ai les moyens de compensation dont j'ai besoin. C'est-à-dire que les combats que j'ai menés, ben aujourd'hui, j'ai 6 heures d'aide à domicile qui me permet d'être accompagné tant sur le plan de la stimulation que parce que j'ai besoin qu'on me rappelle les horaires, j'ai des problèmes de notion du temps, j'ai des problèmes cognitifs qui ne sont pas visibles, mais qui, voilà, mon handicap au quotidien, c'est pour m'aider à la toilette, à l'habillage, Hmm. préparer le repas, etc. Euh, mais par exemple, une fois que si j'ai un service qui est assez souple, qui s'adapte à mes horaires, tout en respectant les salariés, parce qu'il ne s'agit pas de prendre les gens pour des esclaves et de les faire bosser n'importe comment, comme ça se fait aujourd'hui dans l'aide à domicile, où les gens, il y a un turnover énorme parce que les gens sont mal payés, on leur fait faire des horaires de dingue, on les forme pas, on leur donne pas le matériel nécessaire, etc. Et puis, quand j'ai ma voiture, parce que pendant 10 ans, j'avais dû arrêter de conduire. Et pendant 10 ans, donc, je ne suis pas sorti de chez moi quasiment parce que je dépendais du système Mobibus. Il faut savoir, par exemple, que beaucoup de mes camarades dépendent d'un service où le moindre déplacement doit être réservé 10 à 15 jours à l'avance, où on ne sait que la veille si le trajet, ce sera juste l'aller sans le retour ou le retour sans l'aller, parce que c'est des choses qui arrivent, ou ce sera 2 heures avant ou 2 heures après, ou ce sera pas du tout. Donc Hmm. comment avoir une vie, enfin, je veux dire, quand on est obligé de toujours tout anticiper, de toujours tout calculer. Donc en fait, moi, je ne sortais que pour les réunions qui étaient programmées à l'avance. Je ne pouvais jamais me dire, bah, tiens, aujourd'hui, il fait beau, j'ai envie de sortir, ou tiens, il y a un copain qui m'appelle, tiens, Odile, tu veux passer, ce soir, on se boit un coup avec les copains. Non, je ne pouvais pas. Et quand des amis voulaient me recevoir, bah, il fallait qu'ils s'organisent, qu'ils récupèrent le véhicule que j'avais quand même la chance d'avoir, mais que je ne pouvais plus conduire, euh, mais qui était un véhicule spécifique. Donc, ce n'était pas n'importe qui pouvait venir me chercher avec son véhicule. Mais Et donc, j'ai dépendu de ce service qui, en plus, me coûtait cher.
et qui étaient maltraitants, qui vous traitaient comme un chien, qui traitent toujours d'ailleurs les gens comme des chiens. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai un véhicule, j'ai j'ai mis la pression à la MDPH pour qu'elle finance le surcoût d'un véhicule aménagé. Et j'ai d'ailleurs fait un procès au Premier ministre pour obtenir que la loi soit mieux appliquée. Résultat, ils ont changé la loi. Enfin, c'est quand même Pas mal. dingue que parce que je porte plainte, Ouais. au lieu de régler les choses et de répondre aux besoins des gens et de respecter la loi de 2005, on change la loi pour rajouter en fonction dans la limite des budgets disponibles. C'est quand même ce qui est écrit pour payer un fauteuil roulant, pour payer un aménagement de véhicule, aujourd'hui depuis 1 an, dans la loi. Ça a été voté pendant le Covid. Il faut le savoir, ça aussi. Et donc, depuis que j'ai mon véhicule, ben, je sors quand je veux, comme je veux, à condition d'avoir l'auxiliaire de vie pour m'habiller, puis pour le soir me déshabiller, etc. Ben voilà, je suis autonome. Mais il y a deux choses sur lesquelles il faut revenir. Je pense, Odile, je pense que tu pourrais revenir, et toi aussi, Yann. Déjà, c'est sur la question qui est, je crois, centrale dans ce que vous disiez, en fait, enfin, moi qui me semble centrale, c'est la question du rôle social, finalement, que l'on force aux personnes en situation de handicap d'endosser dans la contrainte pour jouir pleinement de leur citoyenneté, en fait, la question de la performativité, en fait, tout simplement. Et je voudrais revenir sur autre chose, moi, c'est sur la question de Mobibus, parce que tu as parlé de Mobibus, et je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Moi, bon, pour préciser, moi j'avais fait une enquête, du coup, pour ceux qui nous suivent, j'avais fait une enquête là-dessus de quelques mois où j'avais pu aller en observation et j'avais constaté des choses que vous allez mieux dire que moi, hein, Odile, Yann, mais qui étaient assez symptomatiques de la société dans laquelle on est. La question de la sous-traitance et de l'absence de formation, par exemple. Il faut savoir que Mobibus, il y a 82 employés qui travaillent dans cette entreprise et 15 à 20 employés qui sont en sous-traitance. Les personnes qui travaillent à Mobibus, comme les sous-traitants, comme les personnes qui travaillent pour les sous-traitants, ne sont pas formées. La formation consiste en fait en 2 semaines de ce qu'ils appelaient mise en situation. Et en gros, concrètement, ça se fait sur le tas, quoi. C'est ce que m'expliquait un conducteur de Mobibus. C'est-à-dire qu'on met pendant 2 semaines des gens en situation au bout de 2 semaines, ils sont censés maîtriser toutes les manières, tous les gestes pour manipuler des corps qui sont différemment constitués, qui pèsent différents poids, voilà, quoi, qui sont constitués de manière différente, en fait, tout simplement. Et là, effectivement, c'est problématique parce que il y a des personnes qui subissent beaucoup plus fort le fait d'être touché que d'autres, de se faire déplacer de force, etc. Enfin, il y a ces questions-là, mais il y a d'autres choses. On pointait tout à l'heure la question des critères coût-bénéfice. Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait assez effrayé, c'était que je parlais avec un cadre de Mobibus qui m'expliquait, en fait, tout simplement, il tentait de me convaincre que l'on dépense trop pour les handicapés. Ça, c'est sa phrase, hein, que je mets entre guillemets, on dépense trop pour les handicapés. Ça en dit beaucoup sur les conceptions que l'on a en tant que personne valide sur les personnes en situation de handicap, mais et ça en dit aussi beaucoup sur la société, finalement, la manière dont on rationalise les choses à travers des coûts, des bénéfices, et comment en fait on sort de la question de finalement l'humanité, les humains sont toujours rapportés à cet angle d'analyse en fait, quoi, qui est dominant dans nos sociétés et qui est déshumanisant, quoi, finalement. Et ouais, ça me semblait important. Et je pense que vous avez d'autres choses aussi à rajouter sur Mobibus, enfin, surtout toi, Odile, il me semble. Et je vois dans le chat aussi qu'il y a quelqu'un qui interpelle Yann par rapport à ses difficultés à la fac. Des années à batailler pour que la porte de l'ascenseur soit ouvrable pour les PMR, je crois, il y a un truc comme ça, non? Ah oui, C'est alors ça, là, visiblement. ah oui, je pense que c'est quelqu'un qui me connaît un peu, oui, oui. Oui, voilà, là, on se déplace un peu, hein, mais c'est pour dire que voilà, la situation qu'on a connue au tribunal, c'est un peu partout. Donc, la fac Jean Jaurès, je suis en psycho. Et donc, elle est toute neuve, cette fac. Elle a été refaite et tout ça par Vinci, il me semble. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, la première difficulté auquel je me suis confronté, c'est que, en fait, pour passer du parking souterrain mais au rez-de-chaussée de la fac, enfin au rez-de-chaussée,
pour circuler sur la fac, en fait, il fallait que je prenne un ascenseur. Mais cet ascenseur, en fait, le problème qu'il avait, c'est que pour y accéder, il y avait deux portes. Mais deux portes Les portes, anti-feu. les portes, Voilà. ça c'est un truc qui nous pourrit la vie de pas possible. Et en plus, le problème, c'est que les portes s'ouvraient différemment. Euh, En fait, les deux portes s'ouvraient vers l'intérieur. Donc, il y avait un sas, un premier sas. Donc, on poussait la porte pour y aller. Et puis après, il y avait une deuxième porte pour rentrer Ben, c'est les sas au de niveau de sécurité. Exactement. Mais il y a des solutions techniques. Et c'est ça. Et on s'est battu pendant 1 an et demi pour pouvoir automatiser ces portes. Parce que Et sinon, en donc fait, les portes, maintenant. toi, tu pouvais pas rentrer. Pourquoi? Elles sont trop lourdes, elles sont. Ben, parce que Alors, c'est les portes avec des retenues. D'accord, C'est les ouais, portes sur lesquelles il faut quand même exercer une certaine force pour les tirer. Et quand en d'accord, plus tu es assis dans un fauteuil, ben, c'est très compliqué parce que tu te fais mal ou tu n'as pas la force, quoi. d'accord, ouais, je vois. Et en et fait, puis, ben, moi, par exemple, dans l'immeuble où j'habite, parce que j'ai mis 3 ans pour obtenir un logement adapté, et encore, moi, je sais me battre, je sais quels sont les leviers, etc. Ben, il a fallu que j'exige qu'on installe des portes parce que je ne pouvais pas aller au parking. J'aurais pas pu ouvrir les portes coupe-feu. Donc, ils ont automatisé et aujourd'hui, je rentre et je sors de mon immeuble sans aucune difficulté. Simplement, ce n'est pas le cas de tous mes camarades. Donc, je me bats. Des travaux que je fais à l'heure actuelle, ben, c'est que je me bats pour que la région et la métropole et, et le département se joignent pour financer l'automatisation des portes et le prévoir en série dans les immeubles de façon à ce que, en plus, en le faisant en série, ça coûte moins cher. Plutôt que de faire un aménagement particulier Hmm. dans un bâtiment, une collectivité, si elle achète toute une série, puis qu'elle oblige à construire d'une certaine manière pour que soit intégré tout le pré-câblage, etc., qui est plus qu'à raccorder, et ben on installe ça en quelques jours, en quelques semaines. Voilà, moi, ils l'ont fait pour mon immeuble parce que je connais les textes et parce que j'ai fait valoir un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas demander à tous mes camarades d'avoir étudié. Enfin, je veux dire, c'est pas notre rôle à nous, normalement, d'étudier le droit du handicap, d'étudier les solutions techniques, d'être en capacité de faire des propositions techniques. Combien de fois, moi, ça m'arrive de devoir expliquer comment on va faire tel rang. Par exemple, la SNCF qui nous a poursuivis, qui continue à nous réclamer 2500 euros, nous prétendait, après nous avoir menti pendant des années en disant non, mais on va respecter l'échéance d'accessibilité avant 2015, vous pourrez aller en autonomie, prendre votre train régional sans demander quoi que ce soit à personne, alors qu'à l'heure actuelle, il y a encore 6 marches qui empêchent d'aller en autonomie sur les quais pour les trains régionaux, par exemple. Et donc, ils nous avaient dit, bon, on leur avait dit surtout, vous remettez pas sur vos élévateurs où qu'on peut pas utiliser en autonomie, qui sont tout le temps en panne en plus. Oui, 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 oui. Et puis en 2015, il n'y avait rien de fait. Et en 2016, on découvre qu'ils ont commandé les mêmes batailles, ils sont contentés de changer les élévateurs. Et le truc, il nous disait, oui, oui, mais vous comprenez, de toute façon, on ne peut pas faire de rampe à cet endroit-là, hein, parce que, et je leur ai dit, ben, moi, je veux les plans et vous allez voir. Et ben, aujourd'hui, il y a le plan de Ginet. Mais c'est quand même grave que ce soit moi qui ai dû expliquer à des ingénieurs et des techniciens qu'on Hmm. pouvait trouver un moyen et qu'il y avait des solutions. Mais Voilà. c'est ce que disait un peu d'ailleurs la personne qui parlait dans le chat de la fac, c'est que en fait souvent on nous dit que c'est impossible et que c'est vrai que quand tu te retrouves face à des gens qui ont une autorité en plus, parce qu'ils sont directeurs de site ou autres et qu'en fait d'un point de vue technique ils sont quand même censés mieux connaître les choses que tu vois toi ou moi ou citoyen lambda qui n'est pas ingénieur, qui n'a pas de formation là-dessus. Du coup en général en fait on cache derrière des arguments techniques des choses qui quand tu regardes dans le détail et c'est une question de volonté souvent, sont Ouais, parfaitement modifiables, quoi. d'inventivité, de se poser des questions, d'écouter les personnes concernées pour bien comprendre le besoin et voir comment on peut le faire coïncider avec l'intérêt général. Parce que c'est ça, en fait, le principe de la conception universelle. C'est de construire tout en partant des besoins des personnes qui sont les plus empêchées dans l'espace public, dans l'organisation sociale, sociétale. Et pour arriver, c'est l'histoire de la télécommande, par exemple. La télécommande, c'est un outil au départ qui est destiné pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne supporteraient pas qu'on leur retire leur télécommande. Je Pareil, confirme. l'ascenseur. Je veux dire, combien il y a de gens qui prennent l'ascenseur. Donc en fait, tout ça, c'est du confort pour tout le monde. Donc en plus, c'est qualitatif pour tout le monde.
Donc il n'y a aucune raison de continuer à nous ségréguer, à nous priver de liberté. D'abord parce qu'on est des êtres humains et qu'il n'y a pas à hiérarchiser ni les corps ni les esprits. Et puis parce que, je veux dire, il est possible d'apporter des réponses pour nous permettre de participer à égalité avec les autres citoyens. Et c'est ce que dit, là je vois dans le chat, Miss Rougounette, voilà, qui dit que c'est comme pour les personnes racisées, hein, qui sont toujours obligées d'en faire 10 fois plus que les autres pour être reconnues et acceptées. Ben nous, il y en a marre. On veut aussi avoir nos carences, nos mauvaises habitudes, enfin voilà, qu'on soit des êtres humains lambda avec leurs qualités et leurs défauts, et qu'on arrête d'exiger de nous d'être des Superman ou alors d'être considérés comme des misérables. Parce qu'on a tous, je veux dire par exemple, c'est des trisomiques, les personnes déficientes intellectuelles. Aujourd'hui en France, au mieux, elles restent chez elles avec leurs parents. Il ne faudrait surtout pas qu'elles se marient ou qu'elles aient envie d'avoir des gosses ou qu'elles aient envie d'aimer quelqu'un. Et puis, elles vont bosser dans des ESAT. Hein. C'est des lieux où on les appelle travailleurs, mais on les traite en travailleurs usagers, sans les droits à la retraite, sans les droits syndicaux, sans le droit, les droits sociaux, enfin voilà, et puis payer une misère. Et en plus, soi-disant, on est censé les accompagner, on les accompagne surtout à rester dans leurs conditions et surtout à ne pas prendre de responsabilités. Et puis, par exemple, dans le Gard, il y a une assoce qui a réussi à avoir un taux de réussite de 75% pour l'intégration de jeunes trisomiques et déficients intellectuels en milieu ordinaire. Et le pire, c'est que c'est recruté par des petites entreprises, celles qui n'ont pas l'obligation d'embauche, celles qui ne font pas de la com, celles qui n'ont pas l'obligation d'embauche, mais qui finalement vont embaucher un jeune, voilà, un petit patron qui a une ou deux personnes, qui va prendre un jeune, qui va prendre le temps de bosser avec lui, etc. Et avec des tuteurs qui accompagnent et l'employeur et le salarié de façon à ce que les choses se mettent en place correctement, que toutes les aides possibles soient mises en place, que le temps soit adapté, enfin voilà, que chacun trouve un compromis pour que chacun puisse exister. Bon, finalement, c'est tout ce qu'on demande. Et c'est pour ça qu'on lutte contre le validisme et qu'on défend l'idée que c'est une oppression, que c'est un système qui effectivement nous ségrègue, nous prive de liberté et atteint nos droits. Et c'est ce que dit l'ONU, hein, la France. L'ONU, dans le rapport qu'elle a fait sur la France, parle effectivement d'utiliser ces trois termes pour définir la politique française du handicap. Et en plus, c'est pas une politique qui coûte pas cher. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport qualité-prix, il est merdique. Parce que quand on voit les moyens qu'on met dans les établissements, alors en fait aujourd'hui le problème c'est qu'on est en train de parler d'inclusion et de parler de milieu ordinaire, mais on le fait de manière pernicieuse, c'est-à-dire qu'on le fait en privilégiant en fait le fait de faire sortir des institutions, non pas pour permettre aux gens d'avoir leur liberté, mais pour que ça coûte moins cher, et pour séparer et spatialiser un peu les luttes. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être moins facile de se mettre en grève quand on est disséminé un peu chez l'habitant, etc. On le voit bien avec les aides à domicile. Donc il faut des moyens pour que ceux qui travaillent pour nous aider, nous accompagner au quotidien, ils soient bien traités. D'abord parce que c'est une question de rationalité. C'est-à-dire que si on maltraite les gens, ils ne peuvent pas bien nous traiter, déjà, pour commencer. Donc il faut que toutes les parties soient bien traitées pour que ça puisse marcher. Et donc ça, il faut s'en donner les moyens. Et en plus, là où c'est une hérésie, c'est que c'est une mine d'emploi non délocalisable, la question de l'aide à domicile. Et que si on payait les gens correctement, si on faisait des systèmes d'organisation horaire de façon à ne pas solliciter au dernier moment des salariés parce qu'on n'a pas mis en place une astreinte avec des gens que la personne connaît, qu'elle acceptera, etc. Enfin, c'est toute une question d'organisation, mais c'est un choix de société. C'est un choix de société. Soit on laisse les vieux aller dans les EHPAD et majoritairement engraisser les fonds de pension, soit on permet aux gens de rester chez eux et pas d'être accompagnés juste par la famille qui n'en peut plus, mais par des professionnels et avec la famille qui est là pour rester la famille, la personne, voilà, qui est la personne référente, qui aidera si besoin, voilà, mais comme on veille sur un tiers, mais pas en se transformant en infirmière, en aide-soignante et
et en gouvernante. C'est pas Bah moi ça le. tu sais que en plus moi c'est quelque chose que j'ai vu parce que moi pour le coup de ma grand-mère c'est ma tante donc qui vivait avec et en fait qui était aidante hein, de fait mais qui n'avait qui a rien touché hein, je crois qui était je pense même pas au courant vraiment de ses droits même quand je lui disais écoute faut quand même que tu vois ça et je trouve qu'en fait là-dedans ce qui est vachement complexe c'est que ça joue sur la culpabilisation en fait on est dans un système qui joue sur le fait qu'en gros vu qu'il n'y a rien d'autre moi je l'ai vu avec ma grand-mère et ma tante c'est que tu vois t'as d'un côté la personne qui est en situation de handicap qui s'en veut de Ouais. voir que c'est difficile, parce que c'est difficile, de Et donc, voir qui se que, bride dans ses demandes, qui se bride dans ses choix, qui se bride dans ou ses même ambitions. qui se frustre et qui a des engueulades parce que c'est une mère et sa fille, tu vois, et que du coup c'est une relation humaine qui a été hyper belle, mais aussi parfois très compliquée. Et de l'autre côté, bah t'as la fille qui vit 10 ans, 20 ans avec sa maman et qui d'un autre côté ne peut plus partir. En fait, il y a un moment où t'as l'impression, elle va avoir l'impression d'abandonner, où en fait elle est Ouais. restée avec elle. Et c'est vrai que ça joue beaucoup sur ça. Bon, on va bientôt s'arrêter, mais moi j'avais juste deux petites questions que j'ai vues dans le chat. Il y en a une que j'avais vue il y a longtemps, mais qui me semble intéressante. En gros, qui demandait quel était le ministère qui s'occupait, en fait, comment l'État s'occupait des personnes en situation de handicap. Mais moi, je vais rajouter à ça la question de comment vous aimeriez, enfin, comment vous souhaiteriez que l'État s'organise, parce que j'imagine qu'il y a des choses à Ouais. dire. On a des propositions, bien sûr. Voilà. Et la deuxième, c'était celle de Jobar, là, très récemment, qui parlait de business des transports privés ou des tarifs du matériel médical. Voilà, sur ces deux Alors, questions-là. en fait, le financement de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, de la compensation du handicap, il relève essentiellement de la CNSA. La CNSA, c'est cette agence qui a été créée avec l'argent du jour de, qu'on appelle ça, le jour où on bosse, où on n'est pas payé, Le jour de la solidarité, là? voilà, journée de solidarité. Ça finance la CNSA qui elle-même finance les départements pour les personnes âgées, pour payer les établissements et les accompagnements des personnes âgées, des personnes handicapées. Il y a aussi une partie qui est payée par la Sécu, toute la partie sanitaire, par exemple, dans un EHPAD, toute la partie soins, ou dans une masse, par exemple, toute la partie soins de la masse. Et puis, sinon, c'est le ministère des Affaires sociales aussi, et les ARS un peu. Mais c'est quand même essentiellement les départements. C'est les départements qui payent la PCH, qui payent donc l'aide humaine et l'APA pour les personnes âgées. Et après, il y a donc le département qui gère directement l'APA avec les bénéficiaires et la MDPH qui est sous la tutelle du département qui gère les personnes handicapées. Et là, le problème aussi, c'est que l'État, au départ, quand il a créé les allocations de solidarité et que le budget de la CNSA est venu abonder les départements, il avait prévu de faire 50-50. 50% les départements sur leur budget propre, hein, à partir des, voilà, c'était le budget des départements qui devait financer une partie, c'était l'accord entre l'État et les collectivités. Et puis l'État devait financer 50%. Et aujourd'hui, on est à 25%. Donc en fait, les départements payent 75%. Donc ça leur fait faire la gueule. Le problème, c'est qu'ils trouvent quand même de l'argent pour faire d'autres choses. C'est ce que je dis souvent au président de mon département. Tant que vous aurez les moyens d'intervenir dans les domaines qui ne sont pas de vos compétences obligatoires, je ne m'inquiéterai pas trop pour votre budget. Et donc, recentrez-vous sur vos missions obligatoires. Là, il n'aime pas quand je dis ça en général. Mais donc, il y a ça. Il y a le problème, c'est que moi, je pense que déjà, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas être ordonnateur et payeur. C'est-à-dire que comme c'est la MDPH sous tutelle du département qui évalue les besoins, forcément, la tentation est grande de réduire les besoins, Et de faire des économies. de réduire les droits des personnes pour que ça coûte moins cher. Et c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années. Et donc, déjà, moi, je pense que l'État devrait payer et que ce soit un autre organisme plus local, effectivement, qui gère les demandes et qui les évalue, mais que ce ne soit pas sur son budget. Et puis après, je pense que les MDPH, elles devraient fonctionner par l'élection de représentants des usagers. Et je pense que, par exemple, toutes les associations qui parlent à la place des personnes handicapées au niveau national, qui font partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pas toutes, mais la très grande majorité, ce sont des associations gestionnaires, ce sont des associations qui vendent des prestations, qui gèrent des établissements spécialisés. Et ces gens-là, moi je fais souvent un parallèle, c'est que c'est comme si demain on demandait, pour évoquer les problèmes des détenus, l'avis des matons. Alors ça ne veut pas dire que les matons n'ont pas à s'exprimer, et ça ne veut pas dire que les détenus n'ont pas à s'exprimer, mais chacun a sa place. Les matons en tant que matons, les détenus en tant que détenus. Voilà. Donc, il y a un moment où il faut que nous soyons
effectivement les décideurs de nos propres vies. Et que donc, ceux qui nous représentent soient ceux qui sont dans la même situation que nous, déjà. Et puis que les avis du CNCPH, qui a sa déclinaison locale, ne soient pas des avis consultatifs sur lesquels le gouvernement s'assoit régulièrement. Ce soit vraiment un avis obligatoire. On ne peut pas dire qu'on va, c'est ce qu'avait dit Hollande et c'est ce qu'a dit Macron, on va vérifier que chaque loi prend bien en compte dans toutes les situations les personnes handicapées. Et puis après ça, ils reviennent devant le CNCPH, et quand le CNCPH dit non, ce qui est extrêmement rare, parce que comme on a placé les associations gestionnaires et qui sont, je dirais, sous tutelle financière de l'État et des collectivités, finalement, on obtient beaucoup d'ailes, hein, je n'irai pas beaucoup plus loin. Mais tout ça, ça fausse les choses. Et donc, il faut absolument d'abord que rien ne puisse être fait sans nous, et que ce soit nous qui décidions, effectivement, des politiques qui doivent être menées, en accord, bien évidemment, avec tout le monde, mais voilà, qu'on ne soit pas juste spectateur des politiques qui nous concernent. Et puis, effectivement, que les décisions que ce soit pas le financeur qui a décidé des besoins des gens. Voilà. Qu'on ne soit pas une variable d'ajustement, parce que quand il s'agit de commander du LBD ou d'envoyer un peu plus de flics casser, y compris les personnes handicapées en manifestation, là, il n'y a pas trop de restrictions budgétaires. Donc, bon, même si il y a aussi des problèmes budgétaires dans la police et dans la justice, mais peut-être que si les missions étaient un peu mieux définies et un peu plus dans l'intérêt général, il y aurait un peu plus d'argent pour d'autres choses. Voilà. Tout ça, ça peut nous amener loin, mais c'est les questions de la scolarité. On gâche encore la scolarité d'énormément de gamins, des AESH qui sont des personnels précaires, qui ne sont pas formés correctement, pas suffisamment, et qui accompagnent des gamins qu'on veut absolument faire passer dans la classe supérieure. On veut que tous les gamins finissent l'école en même temps. Il y en a qui sont plus rapides à la course à pied, d'autres qui sont plus rapides à vélo. Et je crois qu'il faut aussi s'adapter à tous, quoi. Et c'est ce qu'il y avait dans le chat, oui, sur le fait de changer d'AESH trop rapidement ou autre. Ouais. Parce que les gamins ou les parents, et là aussi on retrouve des différences sociologiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants des milieux populaires qui sont en établissement spécialisé que ceux dont les parents ont les moyens de faire appel au secteur libéral pour faire les rééducations et les accompagnements nécessaires de manière adaptée, quoi. Parce que, bon, après, moi je suis pour qu'on soit dans le domaine non lucratif hein, sur toutes ces questions-là. Je pense que ça fait partie des missions qui sont essentielles dans une société, l'accompagnement, comme on accompagne les jeunes enfants, la crèche, l'école, comme on accompagnera les personnes âgées, les personnes handicapées et la différence de manière générale. C'est des choix de société, encore une fois. Super. Yann, Nicolas, si vous voulez conclure sur ça, si vous avez une dernière chose à dire. C'est vrai que je vais juste dire deux mots, mais en fait, c'est ça, c'est dans des situations inégalitaires, les autres formes d'inégalité qui pèsent sur les individus se manifestent d'autant plus. Et c'est là où la question de l'intersectionnalité que Odile a évoqué, en fait, sous prétention, en fait. Et ben en fait c'est ça quoi, on est dans des situations qui sont complètement intersectionnelles parce qu'il y a le capital culturel et le capital économique qui jouent bien évidemment en compte, à la fois pour permettre de s'extraire des choses qui sont handicapantes de fait, mais aussi pour les comprendre entre guillemets. Je parle par exemple notamment de la question juridique. Il faut quand même des années de boulot comme tu l'as fait toi Odile pour maîtriser les textes réglementaires. Tout le monde n'est pas égal face à ça, face à cette charge de travail, cette implication et finalement cette rationalisation des comportements, quoi, cet effort dans l'effort, et ouais effectivement quoi, et là on en revient toujours finalement à ce que tu avais dit Yann tout à l'heure, soit on fait avec, soit on est, j'ai oublié ta formule, soit on est entre guillemets poussé à la performativité quoi. Voilà, c'est ça. Non mais oui. Non mais c'est ça, j'allais rajouter justement l'intersectionnalité, mais voilà, en fait ce monde du handicap, c'est ceux qui ont le moyen en fait qui s'en prennent le plus plein la gueule. Mais c'est comme dans beaucoup de champs du social hein, d'ailleurs. Et donc on rajoute à ça le statut économique. Donc voilà, donc
une personne qui a déjà pas de moyens au départ, qui doit faire qu'avec la hache, qui essaye tant bien que mal de demander ses droits, mais quand la MDPH, quand on fait un dossier, ça met un an à dire oui ou non, et que la MDPH dit non, et ben, c'est vrai que on n'a Voilà. pas tous les moyens de se rebeller, de dire non mais Craquent, hein. Il y en a beaucoup qui craquent. Hein. ouais. Il y a beaucoup de gens qui sortent pas de chez eux, qui ont peur de se déplacer à l'extérieur. Il y en a, enfin, nous on le voit, hein, des gens qui meurent à petit feu chez eux, quoi. Et en plus, des fois, moi, je peux le ressentir. On ne se sent pas légitime à demander parce que justement, ce discours de ça coûte cher et vous devez compter sur la solidarité, en gros de la famille ou des amis, ça imprègne, ça imprègne vraiment. Et donc, c'est difficile de se déprendre de tout ce discours performatif, dominant et économique pour justement dire ben non, pour que je vive bien, vraiment de manière autonome, euh, j'ai le droit, enfin, j'ai le droit à ça en fait. Je ne demande pas l'aumône. Mm. La loi me dit que j'ai le droit. En fait, vous devez juste me l'accorder. Enfin, je ne demande pas beaucoup, quoi. Voilà, je demande juste mes droits. Ok, et bah écoutez, je vous remercie d'avoir pris autant de temps, parce que ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est ensemble ce soir, donc je pense qu'on va s'arrêter là si ça vous va, à part si vous avez d'autres choses à dire. Mais en tout cas, moi je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je mettrai la vidéo sur YouTube, je pense, d'ici demain, parce que les téléchargements sont un peu longs vu que c'est des gros formats. J'espère que ça a plu aux gens. Moi, j'ai l'impression que les gens sont contents d'avoir pu entendre ça, d'avoir pu entendre vos témoignages en fait. Et c'est vrai que c'est des paroles qu'on entend trop peu, moi je trouve, dans les médias, dans la société, où en fait les gens sont dans un tunnel. Moi, je le vois hein, sur toutes mes apparitions médiatiques. On parle jamais des personnes en situation de handicap. Et effectivement, quand on en parle, c'est de manière hyper superficielle. Et ça tient à une chose simple, c'est qu'on n'invite pas les personnes en situation de handicap. Donc en fait, on reste comme ça à la surface des choses, au truc, comme vous l'avez dit, tiens, soit waouh, regardez un héros qui malgré son handicap arrive à, ou soit regardez les pauvres miséreux qui sont tellement tristes. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, d'ailleurs, comptez-vous faire une apparition dans les médias pour sensibiliser plus de personnes? Bah moi je pense que... Alors Odile, moi j'ai vu du coup que tu étais quand même un peu médiatisé, pour le coup, qu'il y avait quand même plusieurs articles qui parlaient de toi, notamment parce qu'Odile a été, pour ceux qui ne le savent pas, dans le mouvement des Gilets jaunes, donc localement à Toulouse, c'était quand même une figure importante. Après c'est vrai que tout ce qui est loin de Paris, euh, c'est toujours, ça a tendance à l'invisibilisation parce que tout simplement les journalistes ne font pas l'effort ou même n'ont même carrément plus les moyens de sortir de l'Île-de-France en fait. Hein. Parce que maintenant tu fais des plateaux sur l'islam et tu mets une coupure pub et voilà, hein, t'as ton modèle de financement. Et puis la précarisation du métier de journaliste Exactement. aussi. Ouais. Exactement. De toute façon, il n'y a plus que BFM dans les chaînes d'infos en continu qui ont encore un peu les moyens d'avoir des reporters de terrain. Et c'est quand même une ligne éditoriale, voilà, hein, qui est Ouais. la sienne. Donc, dominante, on partage pas. voilà. Et même eux ont été choqués par ce qui nous est arrivé quand même. Ouais. Hein, parce que, Il y voilà, avait alors, Arié on peut Halimi, se c'est ça? défendre qu'on a entravé la circulation aérienne et ferroviaire 1 heure chacune. Nous, on est quand même entravés. Ils nous ont entravés toute la journée au tribunal. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas cibler sur la magistrate. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un fonctionnement de la justice, que c'est une volonté de poursuite Bayon et que ça a été décidé, je pense, à un autre niveau que celui du tribunal. Et que je crois qu'il ne faut pas en être dupe. Puis, L'avocat d'Airbus dit par exemple que c'est le préfet qui a demandé qu'on soit poursuivi. Et quels sont justement, tiens, avant qu'on finisse, ça peut être utile, c'est quoi les échéances par rapport au tribunal? Est-ce qu'il va y avoir un rendu du jugement à Le quel 4 moment? Et 4 Alors, avril? le 4 mai, 4 puis mai, on est en d'accord. train d'étudier
des possibilités. Enfin, on est en train de voir pour voir quelle mise en cause on peut faire au niveau de la justice, parce qu'on ne peut pas laisser passer ce qui s'est passé. Mais après, au-delà d'éventuelles sanctions qui, à mon avis, sont souhaitables, je pense qu'il faut aussi qu'on ait la capacité d'avoir un dialogue effectivement avec les acteurs de la justice, parce que je pense qu'ils ne sont pas tous de mauvaise volonté, ils sont mal informés. Mais il va falloir qu'il faut les obliger, il faut les pousser. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, que cette question, elle prenne dans l'espace médiatique et qu'on se pose la question de l'accès à la justice, mais aussi des personnes pauvres, mais aussi des personnes âgées, mais aussi des personnes étrangères. Alors, aujourd'hui, heureusement, quand on est étranger, on a droit à un interprète, mais Bédria, elle doit avoir son interprète parce qu'elle a des difficultés d'élocution, comme la personne sourde qui a fait condamner le Théâtre Paris, etc., quoi. De toute façon, c'était symptomatique, hein, ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que on a gagné un autre avocat durant le procès, quoi. Enfin, l'avocat d'Airbus a fait, durant sa plaidoirie, pendant 30 minutes, exprimer sa honte et son malaise d'avoir assisté à une scène pareille, à une audience Mais tous pareille. les avocats, de toute façon, les avocats des parties Oui. civiles, à part un, de toute façon, ont été très gênés. Hein. On dit leur malaise à la barre, quand même. Hein. C'est quand même caractéristique de la situation, quoi, à mon sens. Hein. C'est clair. Non, ça fait un tollé. Mais voilà, on saura quelles seront les sanctions. Enfin, nous, on a plaidé la relaxe. Hein, de toute façon, on est, je veux dire, on était en état de nécessité, très clairement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire que ça nous a pas pris un jour comme ça, tiens, d'un seul coup, on va se faire l'aéroport ou on va se faire le TGV. On l'a fait parce que ça fait 20 ans qu'on essaye d'autres manières. Et qu'au lieu que nos droits avancent, ils reculent. Je veux dire, c'est pas nous qui le disons. Le Conseil de l'Europe, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits des personnes handicapées a fustigé la loi Elan qui a divisé par 5 la production de logements neufs, alors que tous nos camarades ont du mal à en trouver. Enfin, c'est dingue quand même ça. Et puis, avoir un logement accessible, c'est pas seulement avoir un logement accessible, c'est que les autres en aient un. Parce que sinon, comment on a une vie sociale? Comment on va chez nos amis? Comment on va voir notre mère? Comment on a un amant qui n'est pas en situation de handicap? Comment on va chez notre patron? Enfin, je veux dire, toutes les choses de la vie que chacun fait, sans se poser de questions. Pourquoi nous, on devrait se limiter et pas avoir cette vie-là? Il n'y a pas de raison objective. Bah oui, c'est C'est clair. 1% le surcoût de l'accessibilité dans le neuf. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. Yann, tu voulais dire une dernière chose? Non, mais je voulais élargir même que cette situation au tribunal, c'est symptomatique même de la société où c'est à la personne handicapée de... Bon, c'est ce qu'on disait au départ, hein, c'est individualisé, c'est la personne handicapée qui a un problème, donc qui doit arriver à le dépasser, et c'est pas à la société à le faire, alors que nous, on défend le contraire, que c'est à la société à venir vers nous, et pas le contraire. Voilà. Ou alors on admet qu'il y a des vies qui valent moins que d'autres. On admet qu'Hitler avait raison de considérer qu'il y avait des gens dont la vie valait pas la peine. Point Godwin. Le problème, c'est qu'on n'a même pas ce courage dans notre pays. C'est qu'on fait les choses en loose day, et ça, c'est fatigant. Parce qu'on nous ségrègue, on nous prive de liberté, et en plus, on le fait en faisant semblant, en donnant une pièce de temps en temps au Téléthon. Donc ça suffit. Je veux dire, il faut se décider. Moi, des fois, je le dis à certains décideurs que ça choque. Je leur dis, écoutez, si vous voulez faire des économies, vous nous butez tous, ça va coûter un peu cher sur le moment, mais après, effectivement, vous ferez des économies. Mais c'est quoi votre choix de société? Est-ce que vous pensez qu'il y a des individus qui valent plus que d'autres? Et à partir de ce moment-là, vous mettez où le curseur? Parce que sinon, il y en a beaucoup qui vont être embêtés aussi. Il n'y aura pas que nous. C'est clair. Toute dernière question. Où en est ton affaire de la soi-disant agression d'un policier au Edit? Je vois qu'il y a des gens qui suivent un peu parce que c'est vrai que tu as été accusé, j'avais vu ça, d'avoir poussé un policier, je sais pas. J'ai été condamné. Ouais, j'ai pris 2 mois avec sursis, 1 an d'interdiction de manif, qui m'a d'ailleurs valu une deuxième condamnation parce que je n'avais pas respecté l'interdiction de manif, et j'ai eu 1 500 € en plus des 2 000 € que j'avais déjà. Mon appel, bizarrement, met beaucoup de temps. Tu vois, les autres procès vont beaucoup plus vite. Ah bah oui, c'est clair. Non, clairement, il y a des tentatives de me faire taire et de faire taire le mouvement des personnes en situation de handicap qui luttent contre le validisme, c'est très clair. Ok. Bon, mais bah, bon, écoute, j'attends j'espère ton que ton appel. T'es avec. J'ai vu qu'il y avait Arié Halimi à Ouais. Toulouse. Avec 3 avocats, ouais, Arié, D'accord. Christophe Leguevac et David Nabé. D'accord. Bon,
Tu as été tous Un les trois salut à excellents. Arié que je connais bien. Oui, Bon, et oui, bah t'es écoutez, excellent. merci à vous trois. C'était vraiment un très Merci. bon moment, très instructif. Et en plus, il y a des choses politiques à en tirer. Je pense même en termes de décisions politiques de ce qu'on pourrait faire plus tard. Donc voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir cogiter un peu là-dessus. Et puis je le mettrai en ligne, j'espère demain, voilà, dès que j'ai le temps, parce que ça serait bête de laisser s'évaporer ce moment-là. Voilà, je vous remercie vraiment très sincèrement. Et puis Merci à vous. tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant, postez sur les réseaux sociaux. Moi, j'invite les gens à vous relayer. Alors, vous avez des comptes Twitter, Nicolas Dobric, je vais les mettre sur le chat avant de clôturer le Ouais. chat. Mais Odile 31. je vois Nicolas déjà, Nicolas-DBRC, c'est ça. C'est ça. Ensuite, il y a Odile31, tu Odile dis? 31, ouais. Ouais. Odile 31, voilà. Et Yann, toi, t'as un Twitter? Non, j'ai pas tout Il a un terminé. Facebook. Alors, et pour Facebook de Yann, Yann Jolivet, c'est voilà. facile. Yann Jolivet et moi, Odile Morin, Jolivet. MAURIenne. Odile, FB, Odile. Bon, je l'écris un peu à RIN. l'arrache, mais normalement les gens devraient comprendre, vu qu'ils suivent. Comme ça, voilà. Nicolas Dobric, Nicolas DBRC, Odile31, Odile Morin et Facebook de Yann, Yann Jolivet. Merci encore à vous. Et merci. Prenez Merci à soin de toi. vous. Ah ouais. À bientôt. Bon courage pour les Merci. prochaines actions militantes parce que j'imagine qu'il y en aura. Et tenez-nous au courant, du coup. Merci Allez, encore. ciao tout le monde. Merci. Salut. Bonne Au revoir. soirée. Bonne nuit. Et ben voilà. On arrive au terme de ce live. J'hésite un peu à switcher de jeu, mais en fait non, je vais m'arrêter là. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. C'est vrai que c'est des choses dont on parle vraiment trop peu. Trop peu. On a des médias et des responsables politiques complètement irresponsables, je trouve, qui préfèrent parler de sujets si peu importants alors que le handicap, ça reste quand même la première source de discrimination en France, comme on le disait au début de cette émission. Et surtout, s'il y a quelque chose à retenir aussi de ce qu'ont fait Odile, Yann, Nicolas, c'est que c'est des militants. Voilà. Donc si vous pouvez leur donner de la force, donnez-leur de la force. Odile, elle l'a dit, elle a déjà été condamnée, soi-disant parce que, je sais pas, il y avait une histoire avec un policier qu'elle aurait poussé en fauteuil roulant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donnez-leur de la force, suivez-les sur les réseaux sociaux. Ça tient aussi à nous de faire monter ces thématiques parce que des fois, quand ça explose sur les réseaux sociaux, bah, ça permet de donner un peu de visibilité à ce genre de lutte. Voilà, et il y a Mister Pinky qui me dit Go CS. J'avoue, peut-être, mais je vais pas streamer. Je pense que je vais arrêter le stream là, les amis. Et je vous remercie.